J'ai dû avoir un moment de stress. On y va? Bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis Anne Costa, directrice du CHU de Poitiers et présidente de la commission qualité, gestion des risques, usagers de la conférence des DG de CHU. Je suis très heureuse de présenter aujourd'hui, même s'il n'y a pas beaucoup de monde, mais je vous assure, ça vaut le coup, de présenter aujourd'hui le sujet qui s'intitule Parcours de qualité du patient, mais qui en fait est un sujet de pertinence du parcours. La commission qualité de la conférence des DG de CHU a choisi le CHU de Dijon pour présenter son expérience, parce que lors d'une commission qualité, qui est une commission plénière, il y avait eu une présentation par le CHU de Dijon de leur expérience et qui nous a beaucoup inspiré. Donc c'est autour de la pertinence que cette présentation va être faite, et nous savons qu'aujourd'hui que la pertinence c'est un sujet essentiel à la fois pour la FHF qui l'a mis dans sa programmation, à la fois pour la HAS qui travaille beaucoup sur la pertinence, mais aussi la DGOS et la CNAM, on l'a vu tout à l'heure dans l'espace innovation de la FHF où une expérience a été présentée. Donc, je pense que c'est un sujet absolument majeur pour nos établissements. Majeur parce que dans les années qui vont venir, on va avoir 30% de personnes âgées de plus et qu'il va nous falloir, avec les mêmes ressources, je pense, pouvoir prévenir et améliorer la prise en charge. Alors, la prévention, c'est à la fois durant l'hospitalisation, prévenir, mettre les bons actes, mais c'est aussi au sortir de l'hospitalisation. Et c'est clair que nous sommes des CHU, nous sommes un petit temps dans la prise en charge de ces patients, et à la sortie, eh bien, les patients vont vaquer à leurs occupations, oublier qu'ils avaient des médicaments à prendre, ne pas se rendre chez le cardiologue quand ils en ont besoin. Bref, ne pas suivre les prescriptions qui sont faites, peut-être pas assez bien faites aussi, mais qui sont faites au décours de l'hospitalisation. Et donc, c'est à la fois un suivi des patients au sein de l'hôpital, mais après, et en lien avec les médecins libéraux, mais aussi les autres institutions. Je remercie Florence Martel et Christine Trojan d'être aujourd'hui ici avec nous pour présenter
3 expériences du CHU de Dijon qui nous paraissent remarquables. La première, alors je ne sais pas, je la donne dans l'ordre qui est énoncé, est un projet d'ordonnancement territorial. C'est-à-dire c'est un projet qui est porté par l'ARS Bourgogne-Franche-Comté et c'est prendre en charge le patient au bon endroit et au bon moment. Je laisserai Christine Trojan en parler. Le deuxième projet, c'est le projet DIVA 2, qui a été porté donc, par le professeur Maurice Giraud au sein du CHU et qui est plus à l'intermédiaire entre l'hospitalisation et le suivi des patients. Notamment, c'est une prise en charge pluriprofessionnelle, on va revenir dessus, qui vise à réduire les risques de complications post-AVC ou post-infarctus. Et donc, ça permet de rassembler tous les acteurs qui vont intervenir ensuite auprès des patients, que ce soit les pharmaciens, que ce soit les infirmières, que ce soit les médecins libéraux. Et puis, troisième projet, donc Dijon est vraiment à l'honneur, mais troisième projet qui est particulièrement intéressant, c'est le projet de conciliation médicamenteuse qui est porté par le Mathieu Boulin, qui est donc pharmacien en onco et hématologie, qui permet d'avoir une meilleure gestion des parcours des soins complexes ville-hôpital. Et vous savez combien les parcours en oncologie et en hématologie sont complexes. Donc voilà, je vais passer la parole à Florence, mais je vous invite vraiment à écouter attentivement cette présentation parce qu'elle me paraît faire partir de notre avenir professionnel collectif, les hospitaliers et les libéraux. Merci. Merci beaucoup Anne, merci beaucoup pour ta confiance. Je voulais aussi remercier Jean Petit qui n'est pas là aujourd'hui mais qui, grâce à qui tout est possible au sein de la commission qualité. Et je voulais remercier Céline Vasmer qui s'est chargée de toutes ces tables rondes. Merci beaucoup Céline. Quelques mots juste pour vous dire quelle est la typologie de notre établissement, le CHU de Dijon. 1800 lits et places, plus de 8500 professionnels qui y travaillent, à peu près 450 000 consultations par an. On est sur un établissement qui a un fort positionnement dans le classement du Point, même si ce classement peut faire un peu polémique. On est quand même toujours fiers d'être dans les 15 premiers établissements de France. Et puis aussi une forte culture au CHU de Dijon de la coopération avec notre territoire. Pourquoi cette coopération ? Peut-être aussi parce qu'autour de Dijon, c'est la Côte d'Or, c'est la Bourgogne, et c'est finalement un territoire assez rural, avec aussi une démographie médicale, comme vous pouvez le connaître, qui est assez compliquée. Et donc cette ouverture du CHU sur le territoire, c'est ça qu'on veut vous montrer aujourd'hui. Et puis je suis très contente, Anne, que tu sois là, parce qu'en fait la Côte d'Or, ça ressemble un peu à la Vienne, en termes de taille de département, en termes de population. Nos CHU sont comparables et donc j'espère que ça t'inspirera ou en tout cas ça fera sans doute bien écho à ce qu'on peut vivre dans nos CHU de CHU de province. Voilà, donc je voulais vous présenter d'abord le projet d'ordonnancement territorial. Et Christine, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que c'est que l'ordonnancement territorial ? Est-ce que c'est du bed management de territoire ? Alors, je tiens bien le micro. Non, en fait, l'ordonnancement territorial, en fait, ça correspond davantage à un ensemble de moyens, alors qu'ils soient humains, que ce soit des outils, des organisations qui permettent d'organiser le parcours des patients au niveau territorial, à la différence du bed management qui est plus un outil. Et le bed management, vous savez toutes et tous que c'est de la gestion des lits. Le lit n'est qu'un outil au service de la prise en charge du patient. Donc le bed management est un outil, par définition, de l'ordonnancement territorial. Donc ce projet d'ordonnancement territorial, il dépasse les frontières du GHT ou il est... est-ce que tu peux nous parler de son périmètre ? Alors le périmètre du projet, c'est un projet, vous l'avez souligné Mme Costa, impulsé par l'ARS Bourgogne-Franche-Comté et accompagné par le cabinet Up Santé. C'est un projet qui dépasse les frontières du GHT puisqu'on a voulu choisir un terrain d'expérimentation
qui correspondent à nos flux de circulation des patients. Donc c'est un projet qui concerne l'ensemble du département de la Côte d'Or, le sud Haute-Marne, mais qui intègre les établissements publics de santé, mais aussi les établissements privés, les ESPIC, les dispositifs d'appui à la coordination, les HAD du territoire et les CPTS, bien entendu. Et alors, ce projet d'ordonnancement territorial, j'imagine qu'il ne peut pas coordonner tout type de parcours. Vous avez choisi une filière, vous avez fait comment pour définir un petit peu plus précisément ce projet? Alors pour identifier la première filière, puisque c'est un projet expérimental, donc pour choisir une filière pilote, nous avons initié ce projet en juillet 2024. Sur l'été 2024, nous avons rencontré l'ensemble des établissements en bilatéral pour faire le point avec toutes les structures sur ce qui fonctionnait bien sur leur périmètre, leur expliquer aussi bien sûr le projet et ses objectifs, et faire le point avec eux, puisque comme je vous le disais en introduction, on parle de flux interétablissements, et on sait que plus il y a de flux et de transfert de patients, plus il y a de points de rupture et de risques de points de rupture. Et donc, évoquer avec eux les difficultés rencontrées à tous les niveaux du parcours, et identifier avec eux des principes, parce qu'ils travailler ensemble, c'est aussi se mettre d'accord sur un certain nombre de principes directeurs pour encadrer un petit peu les modalités d'organisation, et puis identifier avec eux des filières d'intérêt. Et la filière traumatologie gériatrique est ressortie comme une filière d'intérêt de la part de l'ensemble des établissements partenaires. Alors, je crois que toi, Mathieu, tu es pharmacien au CHU, et je crois que toi aussi, tu travailles sur ce sujet de l'orthogériatrie, notamment. Oui, tout à fait. En tant que pharmacien, on se pose toujours la question de où est-ce qu'on va être le plus pertinent possible dans les différents services d'un CHU ou d'un hôpital en général. Alors, on a cité la cancérologie, peut-être j'en reparlerai un petit peu après. Évidemment, les patients qui vont avoir des traumatismes orthopédiques sont des patients âgés, très âgés, pour lesquels un des facteurs principaux de chute peut être les médicaments. C'est jamais évidemment que le médicament lui-même. Mais on s'est dit, on a développé une équipe de pharmacie clinique en collaboration avec nos collègues chirurgiens. Éventuellement, dans certains hôpitaux, ce n'est pas le cas encore chez nous, avec des gériatres, pour vraiment réévaluer les médicaments, parce que l'objectif, on a, je pense, en tant que pharmacien, une forte plus-value avec les anesthésistes et les chirurgiens pour la réévaluation des traitements habituels des patients. Et alors, pourquoi cette filière plus qu'une autre? Comment vous avez identifié ces filières des deux côtés, Christine et Mathieu? Alors sur la filière traumato-gériatrique, c'est une filière donc, qui a été présentée par les acteurs comme une filière d'intérêt. C'est une filière qui est jalonnée aussi de recommandations de bonnes pratiques, notamment en termes de délai de prise en charge, parce qu'on sait que l'accès au bloc opératoire pour ces patients est essentiel dans les 24 à 48 heures pour éviter les décès, mais aussi les comorbidités et surtout la perte d'autonomie de ces patients qui les entraînerait vers une institutionnalisation. Filière aussi qui a été identifiée par rapport à ça et par rapport à l'enjeu d'une prise en charge globale. Les traumatos nous disent régulièrement qu'en fait, eux, ils sont qu'un opérateur dans cette filière, alors qu'on pourrait penser que la filière traumato-gériatrique, ils sont les acteurs principaux. Or, la prise en charge globale et intégrée avec l'expertise gériatrique est essentielle. Et donc ces deux enjeux nous ont conduit à choisir cette filière, mais c'était aussi une filière qu'on a identifiée par rapport à... Je vous ai parlé d'un projet impulsé par l'ARS. Donc on a des outils qui nous ont été proposés par l'ARS autour de l'analyse de nos flux de patients. L'idée, c'était de trouver de travailler aussi sur un parcours avec plusieurs épisodes. Et donc l'analyse des flux sur cette filière-là a permis de montrer qu'il y avait beaucoup d'épisodes successifs et pas toujours cohérents sur cette filière. Et puis le dernier critère pour choisir aussi de travailler sur cette filière avec les acteurs, c'était d'avoir des personnes volontaires pour travailler avec nous et des porteurs médicaux et des leaders, j'ai envie de dire, parce que pour travailler comme ça, il faut vraiment beaucoup de conviction pour pouvoir continuer à avancer autour de ces enjeux-là. Voilà pour moi, Mathieu.
J'ajouterais juste, effectivement, nous, dans le choix de filière, c'est des patients évidemment âgés, voire très âgés, polypathologiques, insuffisants rénaux, hépatiques, etc., qui ont parfois souvent 10, 15, voire plus de médicaments, qui ne sont pas toujours en état de les prendre correctement et qui sont plus traités par des médicaments anticoagulants, dont vous savez tous qu'ils induisent plus d'accidents médicamenteux, plus de iatrogénie, comme on dit. Donc on a choisi, entre guillemets, ce type de patients. On pourrait reparler des patients cancéreux qui ont aussi beaucoup d'ordonnances et de médicaments, parce qu'étant les plus à risque d'être hospitalisés et d'être très consommateurs de soins, je dirais évitable. On en reparlera peut-être un petit peu après. Je vais vous proposer une petite vidéo pour vous illustrer un dernier projet, le projet DIVA, qui est un projet dont on va parler juste après la capsule vidéo. J'ai fait un AVC, j'ai dû avoir un moment de stress ou autre, et puis ça a clashé, quoi. Il y a eu bien évidemment le passage aux urgences, le temps de préparer une chambre pour qu'on puisse m'accueillir dans le service en euros. Et puis l'infirmière m'a parlé du projet DIVA. Elle m'a apporté un protocole que j'ai lu, bien évidemment, et que j'ai signé. Et ce qui fait que tout s'est très bien passé. Alors le projet DIVA, c'est un projet commun au service de cardiologie et de neurologie qui implique les patients qui ont fait soit un accident vasculaire cérébral, soit un infarctus du myocarde et qui vont sortir du service pour être pris en charge à domicile. L'idée, c'est surtout de coordonner les soins entre différents types de soignants, des infirmières, des pharmaciens, des médecins généralistes, des cardiologues aussi, pour pouvoir accompagner les patients pour éviter une récidive et surtout homogénéiser la prise en charge sur un territoire qui est défini par le GHT 2152, c'est-à-dire à la fois la Côte d'Or et le sud Haut-Marnais, impliquant donc différents hôpitaux comme Beaune, Semur-en-Auxois, Langres, Chaumont ou Dijon, bien entendu. L'expérimentation DIVA a été mise en place grâce à de nombreuses coopérations, en particulier soutenues par le national, mais également par l'Agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté et le CHU Dijon-Bourgogne. Elle a été réalisée grâce à des coopérations avec les unions régionales des médecins généralistes libéraux, des pharmaciens et des infirmiers. L'expérimentation a eu lieu en 2 phases. Une première était une étude randomisée contrôlée dans laquelle 850 patients ont été inclus. Fort de l'expérience qui a été acquise au cours de cette première phase d'expérimentation, nous avons lancé une phase en vie réelle pour laquelle 400 patients ont déjà bénéficié d'une prise en charge innovante. L'objectif ultime, et on y travaille avec la Caisse nationale d'assurance maladie, avec l'Agence régionale de santé et le ministère, c'est de pouvoir ensuite déployer ce dispositif à l'échelle du pays entier. On se sent accompagné, déjà, on ne se sent pas seul. Ce sont des professionnels. On a l'explication de tout. C'est très sécurisant. Voilà ce projet DIVA. Alors, professeur Giroux, est-ce que vous pourriez nous dire, maintenant qu'on a un petit peu de recul sur ce projet qui a débuté il y a maintenant plusieurs années, en quoi finalement c'est un projet qu'on peut qualifier d'innovant? Merci. Effectivement, pourquoi nous sommes intéressés à l'infarctus et à l'AVC? Premièrement, ce sont 2 maladies relativement proches sur le plan des causes, qui bénéficient du même traitement, d'une même prise en charge en phase aiguë avec le SAMU et les 2 unités de soins intensifs, cardiovasculaires et neurovasculaires. Ce sont 2 maladies qui coûtent énormément cher à la société, parce qu'effectivement, les soins aigus coûtent très cher, et surtout, c'est le suivi qui est un suivi chronique avec des complications et des récidives. Donc, il est intéressant de focuser sur ces 2 maladies. L'autre partie originale, c'est qu'on a constaté 2 choses. Premièrement, en France, la prise en charge de ces 2 maladies est remarquable en phase aiguë, avec un taux de mortalité un des plus bas en Europe, 9% à 1 mois. Je pense qu'on pourra difficilement en descendre en dessous. Donc cette prise en charge en phase aiguë remarquable. Par contre, nous avons constaté, grâce à nos registres successifs qu'on a mis en place en Côte d'Or, une fracture dans le suivi de ces patients, avec un taux de réhospitalisation la première année extrêmement élevé, 30%. Ce qui veut dire qu'il y a une carence au niveau du suivi. Bien sûr, il y a les problèmes d'effectifs médicaux, si bien que notre hypothèse a été de mettre en place une filière avec le rôle des infirmières hospitalières et libérales et des pharmaciens hospitaliers et d'officine, bien sûr coordonnés par le médecin traitant, mais aussi les 2 spécialistes, cardiologues et neurologues, pour essayer d'améliorer ce suivi et de diminuer le risque de réhospitalisation.
Parce qu'effectivement, les réhospitalisations non programmées, en général, sont plus longues en termes de durée. Elles sont plus coûteuses parce qu'on déploie un parapluie de protection. On va faire le maximum d'examens parce que ce ne sont pas les spécialistes qui prennent en charge ces malades. Et malheureusement, à la sortie, il y a un handicap qui est plus élevé par rapport aux hospitalisations programmées. L'autre originalité, on en a parlé, cette étude a porté sur un groupement hospitalier de territoire qui est à cheval sur 2 régions, Bourgogne-Franche-Comté d'un côté et le Grand Est de l'autre, avec la Côte d'Or en Franche-Comté, Bourgogne, et puis le Sud-Marnais qui répond à la région du Grand Est. Pour des raisons historiques d'une part, et puis pour des raisons géographiques, ces 2 villes se trouvent à 3/4 d'heure de Dijon. En termes de prise en charge de l'infarctus et de l'AVC, c'est remarquable. Sur le plan de la méthodologie, on a innové en décloisonnant au maximum entre les hôpitaux de ce GHT, qu'ils soient de taille élevée ou au contraire des petits hôpitaux. Décloisonnement aussi interprofessionnel. On a appris à chaque métier de connaître le métier de l'autre, de le respecter et de comprendre les difficultés que présente l'autre collègue dans l'autre discipline. Et ensuite, nous avons décloisonné entre la ville et l'hôpital. Il était important, vous l'avez signalé, Madame la Directrice, le rôle de l'hôpital en phase aiguë, mais le rôle aussi du secteur libéral et de la coordination hospitalo-libérale pour le suivi de ces patients. Le décloisonnement donc, est un fait réel. On va le voir, il amplifie les résultats. Il permet aussi aux soignants d'acquérir une meilleure autonomie, de meilleures compétences. Il permet aux patients aussi d'adhérer au système parce qu'effectivement, il va entendre de façon répétée les mêmes recommandations. Donc la cohérence dans les propos tenus par les uns et les autres est importante pour attirer l'adhésion du malade. L'autre originalité, c'est que, oui, c'est qu'on a bénéficié d'une plateforme numérique pour pouvoir partager les informations auprès du cercle de soins. Et puis, ça a permis aussi de programmer les consultations. La dernière originalité, c'est le financement expérimental au forfait. Et enfin et surtout, l'évaluation médico-économique qui doit accompagner toute perspective thérapeutique nouvelle. Merci, professeur. Donc en fait, vous travaillez tous en fait au CHU, mais est-ce que vous pourriez nous donner des exemples vraiment concrets de ce qui a pu changer dans la prise en charge de nos patients? Parce qu'ils restent au CHU, comme vous le disiez, quelques jours, mais qu'est-ce qui a changé concrètement pour nos patients sur le territoire? Alors, c'est vrai que si on prend l'exemple de l'accident vasculaire cérébral ou de l'infarctus du myocarde, c'est ce que disait le monsieur dans la vidéo, ce sont des maladies qui sont une véritable rupture pour les patients, des maladies traumatisantes. Qui sont sources, comme on le sait, de mortalité. Et c'est un défaut que l'on a, c'est que ces patients qui ont fait ces maladies se retrouvent ensuite dans la nature. Ils ont l'impression d'être laissés dans la nature, d'être abandonnés. C'est tout l'intérêt d'un projet comme le projet DIVA, c'est de pouvoir les suivre et d'être auprès d'eux. Ils ont le contact d'un professionnel de santé, un contact facile, ce qui peut aussi être parfois une difficulté s'ils venaient à avoir un besoin, une question. Pour prendre 2 exemples concrets, je prends l'exemple d'un patient qui a fait un infarctus du myocarde et qui, quelques semaines après, a présenté une récidive de douleur thoracique, principal symptôme de l'infarctus. Eh bien, il a contacté l'infirmière du dispositif DIVA qui a pu le voir, le réinterroger, l'examiner, lui faire un électrocardiogramme et au final, en le réinterrogeant, on se rendait compte que c'était surtout de l'angoisse en fait. Et le fait d'avoir pu voir l'infirmière, ça a permis de calmer cette angoisse et ce qui est notable, c'est que ça a permis d'éviter entre guillemets un mauvais passage aux urgences, quelque chose qui au final n'aurait pas débouché sur une prise en charge nécessaire en hospitalisation. Deuxième exemple, un patient qui a été victime d'un accident vasculaire cérébral qui avait bénéficié pour une cause d'une anticoagulation et qui, quelques mois après son premier accident vasculaire cérébral, a présenté un trouble du langage transitoire. Il ne s'en était pas très inquiété et avait laissé filer cela, mais il en a quand même parlé quelques jours après à l'infirmière, DIVA également, qui s'en est alertée. Nous avons fait passer le patient cette fois-ci par les urgences et on s'est rendu compte qu'il avait une lésion artérielle au niveau de l'artère carotide qui nécessitait une prise en charge chirurgicale urgente. Et bien chez ce patient, on a eu un bon passage aux urgences entre guillemets car ça a débouché sur une prise en charge hospitalière qui était nécessaire et un patient qui a évité
une récidive grave et qui a pu sortir de l'hôpital au bout de quelques jours sans séquelles. Et donc ces exemples concrets, ça a un effet auprès de nos professionnels qui vont interagir dans ce dispositif, car ils vont avoir une véritable motivation à travailler là-dedans. Et concrètement aussi, on voit sur le dispositif DIVA où nous avons des consultations pluridisciplinaires entre, par exemple, l'infirmière et le pharmacien, qu'il va y avoir une synergie entre ces différents professionnels de santé. Chacun va apporter son expertise et on aura un effet 1 + 1 = 3, un effet multiplicateur où chacun a son expertise, mais quand on couple les expertises de chacun, et bien là, ils vont créer encore un bénéfice supplémentaire pour le patient. Et on le voit particulièrement sur ces co-consultations infirmières-pharmaciens, c'est extrêmement utile pour l'observance médicamenteuse et la iatrogénie, où on a d'excellents résultats grâce à cela. Merci. Est-ce que Christine, tu pourrais nous donner 1 ou 2 exemples concrets aussi? Je vais partir sur un exemple pour rebondir sur cet enjeu d'interconnaissance qui est favorisé grâce à ces travaux, et en particulier pour ma partie sur le projet d'ordonnancement territorial. Lors des différents groupes de travail donc, qui réunissent l'ensemble des acteurs, une infirmière libérale exprime à un professeur de traumatologie que c'est compliqué avec les ordonnances qui sortent, qui viennent du CHU. Alors pas des ordonnances médicamenteuses, mais des ordonnances pour les professionnels de santé libéraux, les kinés, l'infirmière, des ordonnances qui ne respectent pas la nomenclature CPAM et qui, in fine, pourraient compromettre et entraîner des ruptures de continuité de prise en charge. Donc les CPTS, puisqu'elles travaillent toutes les CPTS du territoire, elles travaillent ensemble. On a sollicité les CPTS pour qu'elles se réunissent et qu'elles nous proposent des ordonnances type. Donc c'est que la première étape. Elles nous ont proposé des ordonnances type que nous allons pouvoir présenter à nos présidences de CME respectives au sein de tous les établissements pour les intégrer dans nos DPI et que les patients ressortent avec des ordonnances claires et compatibles avec la prise en charge des professionnels de santé libéraux. Voilà un exemple. Super. Mathieu, est-ce que tu as un exemple à nous donner aussi? Non, moi, peut-être je vais revenir sur la collaboration qu'on a avec les pharmaciens. On a un peu parlé de conciliation. Moi, j'aime beaucoup le terme de pertinence. On collabore beaucoup par DIVA, mais aussi d'autres projets de pharmacie clinique en oncologie avec nos collègues d'officine, puisque alors je vais dire que pour modifier de manière pertinente une ordonnance, encore faut-il savoir exactement ce que prend le patient. Donc quand il prend des fois 10-15 ordonnances, il y a des médecins ici présents, ils ne sont pas toujours au courant que leur patient a été voir le cardiologue la semaine d'après, surtout que les patients ne ramènent pas toujours tous leurs documents, biologie et ordonnances. Donc on collabore beaucoup avec les pharmacies d'officine. Ça, je pense que les médecins, nous au CHU, l'ont bien compris, parce que la principale source d'information, c'est le dossier pharmaceutique ou l'historique des dispensations. C'est-à-dire que le pharmacien peut dire directement en consultant sur son ordinateur ce qu'il a délivré au patient. Parce qu'il y a quand même des patients qui arrivent à voir 5, 6, voire beaucoup de médecins. Il y a des patients qui ont un cancérologue, un diabétologue, un cardiologue, etc. Ils ont beaucoup d'ordonnances qui se chevauchent. Il y a très peu de nomadisme pharmaceutique en France, c'est-à-dire qu'en fait, ils vont souvent dans une seule pharmacie parce qu'ils n'ont pas toujours le choix. Il y a de moins en moins de pharmacies. Et ça, c'est une source importante d'informations pour faire une bonne conciliation de départ et pour donner à disposition à tous les professionnels l'ordonnance d'entrée ou de sortie. Je ne vais pas m'étendre plus parce qu'on en parlera peut-être un peu après, d'obtenir encore plus facilement ces données biologiques et médicamenteuses. Merci beaucoup Mathieu. Alors en fait, tous ces 3 projets, on voit bien qu'il y a besoin de coordination entre les professionnels. Ce sont des professionnels qui ont des profils différents, des logiques différentes, que ce soit à l'hôpital ou en ville. Marilyn, est-ce que vous qui êtes chef de projet sur DIVA, vous pouvez nous parler de comment on fait en fait, travailler tous ces professionnels ensemble? En fait, ce que je retiens comme enseignement, c'est que chacun a vraiment l'envie au départ de travailler avec les autres, ça c'est indéniable. Par contre, avec une posture où chacun arrive avec les attentes qu'il peut avoir vis-à-vis des autres professionnels et ses contraintes, sans forcément chercher à s'ouvrir davantage. Donc en fait, vraiment le rôle d'accompagnement dans la coordination,
c'est vraiment de se dire que chaque maillon finalement de la chaîne est tout aussi essentiel que les autres et d'amener tous ces professionnels à une véritable collaboration finalement en comprenant à la fois effectivement ce que l'autre va pouvoir apporter mais ce que lui-même peut aussi apporter à l'autre et vraiment arriver à une coopération forte. Donc c'est un changement de posture finalement. Et c'est vrai que quand on a lancé Diva, on était vraiment dans une démarche de décloisonnement ville-hôpital, mais on s'est rendu compte que dans un premier temps, c'était déjà très important de décloisonner au sein même de l'hôpital où les métiers n'avaient pas forcément tant l'habitude que ça de travailler les uns avec les autres, et puis en interhospitalier aussi. Donc voilà, petit à petit, c'est beaucoup d'écoute pour comprendre justement en fait les enjeux de chaque métier et faire converger tout le monde vers la même direction. Et l'accompagnement est d'autant plus fort au démarrage en provoquant très régulièrement des temps de débriefing et ensuite on se rend compte que ce réseau se crée et que finalement on peut en tant que coordination petit à petit s'échapper et laisser vraiment les équipes travailler ensemble en direct. Rappelez que si ma mémoire est bonne, vous avez changé de protocole. Oui. Vous aviez fait un premier protocole que vous avez allégé. Exactement. Voilà. Et c'est là où on a vu le chemin parcouru humainement parlant aussi, parce que le deuxième pan de Diva a vraiment été co-construit, où là chacun est arrivé avec ses idées, mais en tenant véritablement compte aussi des contraintes et des plus-values des autres professionnels de santé. Donc c'est là où on a mesuré aussi tout ce chemin parcouru. Et ce qui est important aussi, ce qui a été un de nos facteurs clés de succès, c'est d'avoir vraiment des liens forts avec les URPS, parce que pour que la ville puisse être vraiment embarquée dans les projets, il faut qu'on puisse tenir compte véritablement de leurs pratiques, et plus on l'intègre vite dans la construction de nos parcours, et plus on a une forte adhésion derrière. Et l'autre chose aussi qui est particulier dans la coordination, c'est vis-à-vis des hôpitaux périphériques où, en tant que CHU, on n'a pas d'ingérence à faire, mais on a besoin d'être quand même là en soutien des équipes terrain. Et dans ces cas-là, c'est des coopérations qui sont à nouer plus avec les directions des soins, de façon à avoir des relais ensuite sur place. Donc on garde notre positionnement, mais on vient quand même en soutien des équipes. Et ça, c'est très important aussi dans cette cohésion. Alors, ce sont des belles réussites, mais il faut aussi qu'on soit transparent. Et est-ce qu'on peut parler de tout ce qui a été frein dans la mise en place de ces projets, mais aussi sans doute tout ce qu'on en retire et donc toutes les clés de réussite qu'on en retire aussi. Je ne sais pas, Christine, si tu veux parler des freins, je vous laisse répondre à cette question, parce que tout n'est pas facile. Hein. Non, tout n'est pas facile. Donc, on a toutes et tous et à tous les niveaux, et c'est important de le reconnaître, une charge de travail tous très élevée qui a tendance à entraîner, à être une des raisons d'un fort cloisonnement. Voilà, parce qu'on est le nez dans le guidon avec nos problématiques. Donc oui, moi, en termes de freins, c'est plus les cloisonnements, mais qui se lèvent, parce que voilà, en tout cas moi je suis quelqu'un d'optimiste et voilà, et j'y crois. Et le fait, comme disait Marilyn, il y a beaucoup de travail au début, beaucoup de rencontres, etc. Mais l'effet, alors moi j'ai l'effet multiplicateur que mon voisin de gauche évoquait, c'est Edgar Morin qui en parle, hein, c'est les boucles de récursivité. Et en fait, on a ces résultats au fur et à mesure, on a des résultats, et c'est ce qui donne l'envie de continuer. Mais c'est vrai que le cloisonnement et l'absence de prise en compte des contraintes et des problématiques de l'autre, ça peut être de très gros freins au déploiement de tels projets. Pas Mathieu ? Oui, je dirais qu'il faut aussi vraiment un temps de chef de projet. Et Marilyn, on te regarde tous parce qu'on n'a pas le temps tous dans nos activités quotidiennes de déployer. Hein. Au départ, il y a quand même un gros travail à faire. Et puis je reviens aussi un petit peu sur le côté économique. Hein. Tu l'as dit, il faut guider les hôpitaux de périphérie, les libéraux un petit peu. Hein. Ce n'est pas du tout une leçon de morale quand je dis ça de ma part. Mais effectivement, financièrement, il faut aussi s'y retrouver. Parce qu'on est parfois, par exemple, pharmacien, infirmier, on n'a pas d'acte, il n'y a pas de rémunération directement, donc on va quand même beaucoup travailler pour l'extérieur. Là, on est là pour les malades,
mais il faut y penser dans le système de santé français. C'est peut-être ce qui fait aujourd'hui un peu défaut encore par rapport à d'autres pays, aux États-Unis, au Canada. Moi, j'ai eu une petite expérience. Ben voilà, donc, mais bon, là, je m'arrête là. Ce que je voulais ajouter, et en dépit des difficultés qu'on peut rencontrer, c'est que ce qui est nécessaire, c'est d'avoir une véritable cohérence au départ sur l'objectif vers lequel on se retrouve. Et dans le cas de Diva, par exemple, tous les professionnels, quel que soit leur métier ou leur pratique en ville ou à l'hôpital, étaient intimement convaincus du bénéfice qu'ils apportaient aux patients. Ce qui fait qu'en dépit de toutes les difficultés qu'on a pu rencontrer à chaque étape, on se retrouve toujours autour de cet objectif et on finit toujours par trouver des solutions parce que cet objectif fait vraiment sens pour chacun. Il ne faut pas oublier dans la co-construction de toute expérimentation l'usager, parce qu'il apporte des propositions constructives et surtout c'est le meilleur évaluateur. Un dernier frein qu'on a pu rencontrer, et c'est une problématique que l'on rencontre tous actuellement, c'est le personnel. La possibilité d'avoir du personnel, et on le sait, en particulier dans des petits hôpitaux, ça peut être une difficulté. Et c'est une problématique à laquelle nous avons été confrontés. Ce qui a été véritablement moteur et une réussite dans Diva, c'est que nous avions cette alliance entre un vaisseau amiral qui était le CHU et les hôpitaux périphériques également, où nous avons vraiment travaillé ensemble pour que puisse se faire l'inclusion et le suivi des patients. Dans un certain nombre de cas, les patients étaient inclus sur le CHU, puis les suivis étaient ensuite réalisés dans les hôpitaux périphériques, ce qui permettait pour ces hôpitaux périphériques où il y avait moins de personnel dédié. Souvent, dans ces hôpitaux, on ne peut dédier qu'un 0,1, 0,2 ETP et non pas des ETP entiers. Donc, quand il y avait des fluctuations d'activité, les infirmières, les collègues n'avaient pas la possibilité d'inclure les patients dans le protocole. Donc, c'était en général fait dans le vaisseau amiral où il y avait plus de temps disponible et les suivis étaient réalisés dans ces hôpitaux-là. Et donc, véritablement, c'est cette adaptabilité, cette flexibilité qui est nécessaire pour la généralisation, et ce qui pourrait être craint comme un frein, en fait, il faut le transformer véritablement en force. Et c'est ce que nous avons fait, ce qui a permis la réussite et l'inclusion de multiples patients, même pour des hôpitaux d'une taille modérée, et on aurait pu craindre qu'il y avait une difficulté justement pour prendre en charge ces patients, et c'est quelque chose que nous avons réussi, même si nous y avons été confrontés au début, à s'en défaire pour que l'expérimentation puisse aller à son terme. Deuxième chose, on pourrait craindre que dans les territoires en tension, je pense au monde libéral, il y ait également des difficultés et un non-suivi. C'est quelque chose que nous n'avons pas rencontré. Au contraire, c'est là où nous avons eu les meilleurs taux d'adhésion. C'est auprès de nos collègues libéraux dans les territoires qui sont sous-dotés en termes d'infirmières, en termes de pharmaciens, en termes de médecins. Dans ces zones-là, véritablement, les collègues avaient vraiment à cœur de prendre en charge ces patients, parce qu'on sait que ces patients qui sont les patients les plus fragiles sont ceux qui ont vraiment besoin de rester dans le système de santé. Et c'est là que Diva a eu un intérêt, c'est que ça a permis de flécher ces patients vers les professionnels qui, de ce fait, ce qui aurait pu être un frein, car c'est du temps supplémentaire à consacrer à ces patients, en fait, ça a été véritablement un moteur de se dire que l'on peut aider véritablement encore plus ces patients qui, auparavant, c'est ce qu'on disait au début, avaient une rupture dans le continuum du suivi. On a déjà dépassé un tout petit peu le temps. Anne, est-ce que tu voulais ajouter un mot? Et puis après, on va conclure. Je voulais juste faire ma petite conclusion. Vas-y, fais ta conclusion. Oui, mais je pense que cette démarche est vraiment exceptionnelle, qu'elle nécessite l'engagement de tous. C'est-à-dire ce que vous avez dit tout au long de ces propos, c'est de dire qu'il y a une direction, des soignants et des médecins qui s'engagent tous ensemble. Pourquoi? Pour la qualité de la prise en charge. Une des difficultés que nous avons effectivement, c'est les effectifs dont nous avons besoin pour faire tout cela. Mais je suis sûre que si nous évaluons les résultats médicaux pour les patients, nous démontrerons que cette démarche est absolument essentielle. Et je vous remercie vraiment d'avoir aussi bien présenté la démarche du CHU de Dijon, pour lequel j'ai une admiration sans borne. Merci beaucoup Anne, merci à tous.
pense qu'on n'a pas le temps pour les questions, mais on se verra, on reste sur le stand pour vous répondre à vos questions éventuelles. Merci à tous.